Donc on va démarrer sur une notion qui est à la mode en ce moment, c'est la disruption. Donc on a la chance d'avoir Christian Fauré, qui est Managing Partner chez Octo, et qui est aussi président à IRI, donc l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou. Et aujourd'hui, Christian a une double casquette. On parlait de pluridisciplinarité hier. Il est philosophe et ingénieur. Et cette bivalence va lui permettre d'avoir une analyse assez fine et aussi être critique sur le discours ambiant. Il faut tout disruper. Donc je vous propose d'accueillir Christian Fauré. À toi, Christian. Bonjour à tous. Merci bien évidemment à tous les organisateurs pour cette invitation. Alors, quand on m'a demandé un titre pour cette petite allocution, j'ai dit « Contre la disruption ». Et en même temps, je me suis rappelé d'une expression qu'utilisait Sacha Guitry, qui disait, c'était à propos des femmes, « Je suis contre les femmes, tout contre ». Voilà, donc je suis contre la disruption, mais aussi tout contre. Donc j'espère que le propos qui sera le mien n'est pas un propos binaire, à savoir un propos qui dirait finalement contre la disruption, c'est-à-dire contre la technique, contre la technologie. Vu mes activités, ça n'aurait pas grand sens de dire ça. Il est bien évident que la technique et la technologie ont toujours, et ça a toujours été le cas, bien avant le numérique et le digital, représentent toujours un potentiel de disruption, c'est-à-dire d'évolution assez radicale, de faire des sauts qui ne sont pas des petits sauts incrémentaux, mais de changer la donne dans l'évolution des techniques et des technologies. Maintenant, il ne faut pas confondre les technologies en tant qu'elles ont cette capacité de disruption et ce qu'on a vu émerger ces dernières années, ce qu'on appelle les politiques de la disruption. Politique de la disruption, c'est je prends une technologie et je l'utilise finalement comme une arme pour disrupter un marché, un secteur d'activité. Finalement, qui sont ces gens qui prônent la disruption ? Ce qu'on appelle parfois aujourd'hui les barbares de la disruption. Ce ne sont pas les, pour faire un petit clin d'œil à une série Game of Thrones, ce ne sont pas les sauvageons, hein, ce n'est pas ces barbares-là, c'est des barbares à la pointe de la technologie. Il se trouve qu'il y a quelques années maintenant, c'était en 2006, dans un journal italien, je crois que c'était dans La République, un auteur et un essayiste italien, Alessandro Baricco, a publié sous forme de feuilleton, ce qui, un petit peu plus tard, deviendra un livre qui a été traduit en 2014 en français, je crois que c'est chez Gallimard. Un essai qui s'intitule « Les barbares, essai sur une mutation ». Alors, Alessandro Baricco est un auteur italien et il s'intéresse à un certain nombre de secteurs d'activité qu'il connaît. L'édition, tout ce qui est publishing, les livres, où lui aussi, déjà, il notait que le marché est en train de changer parce qu'il y a des nouveaux arrivants. Il regarde aussi le football, c'est un Italien, et également le vin, c'est un amateur de vin. Et dans ces trois secteurs d'activité, il arrive à décrire un certain nombre de caractéristiques pour pouvoir dire qui sont ces nouveaux barbares, comment ils opèrent. Son discours n'est absolument pas dénigrant ou dévalorisant. Il est assez objectif sur l'évolution de ces secteurs d'activité et comment ils procèdent ces nouveaux barbares. Il retient quand même une chose, il dit, y compris dans le foot, dans le vin, etc., à un moment donné, il y a toujours un levier technologique. Il n'y a pas de disruption, il n'y a pas de ces barbares nouveaux s'il n'y a pas un levier technologique. De ce discours sur les barbares, qui commence à être popularisé en Europe. Je pense que les fondateurs de The Family, l'incubateur français, se sont beaucoup inspirés de cet essai qu'ils ont repris et décliné sous forme de storytelling en parlant des barbares attaques. Toute une thématique de les barbares attaquent l'économie, la finance, l'emploi, l'éducation. Aucun secteur n'est épargné, entre guillemets. C'était ce qui était présenté.
C'est une forme de storytelling qui explique pourquoi il faut travailler différemment, pourquoi finalement ça a du sens aujourd'hui d'être un barbare de la disruption. Et j'aimerais évidemment émettre quelques réserves sur ce discours-là. Il y a, pour toute start-up qui va dans des incubateurs, il y a un petit livre de chevet qui est le manuel du disrupteur, qui a été écrit par Peter Thiel. En anglais, c'est From Zero to One. Je crois qu'il a été traduit depuis en français. Je crois que c'est de 0 à 1 dans la traduction. Qui est le manuel du disrupteur. Le manuel du disrupteur digital. Ce qu'explique Peter Thiel. Alors, Peter Thiel, c'est le fondateur de PayPal. Il avait fondé PayPal avec Elon Musk. Elon Musk, dont on entend beaucoup parler avec SpaceX, avec toutes ces initiatives. Voilà, vous avez peut-être vu des images de ces lanceurs qui atterrissent sur des barges dans l'océan. Donc c'est un investisseur voilà, qui a des visions assez importantes, qui essaie de disrupter la NASA, par exemple, en travaillant différemment. Donc Peter Thiel est un des fondateurs de PayPal. C'est aussi un des fondateurs de Palantir, cette société de big data qui conseille les grands gouvernements et les grandes entreprises à partir d'une approche très data science. Peter Thiel est un des premiers actionnaires également de Facebook, donc il a beaucoup travaillé dans le conseil auprès des startups. Et dans ce manuel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit finalement, 1, vous devez identifier une technologie à partir et à l'aune de sa capacité de disruption. Qu'est-ce qu'elle va changer sur tel ou tel marché? 2, ce n'est pas le seul Peter Thiel à faire ça. Salim Ismail, qui est l'ambassadeur de l'Université de la Singularité, qui faisait une conférence l'année dernière à l'USI au Louvre à Paris, disait par exemple à propos de la blockchain, « The blockchain is the most disruptive technology I have ever seen ». La blockchain, c'est vraiment la technologie la plus disruptive, au sens où elle va changer la donne. Ce sont des gens qui établissent les technologies en fonction de... Vous connaissez l'échelle de Richter pour les tremblements de terre, il y a l'échelle de la disruption. Et on place les technologies sur leur capacité à provoquer des secousses et donc à disrupter un certain nombre de secteurs d'activité. Donc, 1, identifier une technologie et voyez ce qu'elle peut disrupter, dans quel marché. Deuxièmement, toute la logique du scaling, aller vite, très vite. Et c'est là qu'interviennent essentiellement les investisseurs au sens des venture capital, qui travaillent généralement avec les incubateurs. Vous ne pouvez pas aller vite si vous n'avez pas la puissance de frappe, donc il vous faut du cash, il vous faut de l'investissement. Deuxièmement, ne visez jamais ou ne proposez jamais un modèle d'affaires, et là il s'adresse aux startups, qui consisterait finalement à dire, bon, je prends un marché et puis grosso modo je vais prendre 1 à 10% de ce marché. Et ça ne marche pas, ça c'est une légende, c'est un contresens. Ce qu'il dit, c'est viser toujours un monopole. Il rappelle que le capitalisme n'a jamais été, historiquement, et je pense que là il a raison, quelque chose qui prônait la libre concurrence. La libre concurrence dans le capitalisme, ça n'intéresse personne. Et il dit, moi regardez, j'ai fondé PayPal, et quand j'ai fondé PayPal, mon marché c'était ceux qui sur eBay font des échanges comme ça, font des achats entre particuliers, derrière à un moment donné doivent avoir une solution de paiement. Mon marché c'était ça. Et sur ce marché, je voulais tout, le monopole. Alors le marché n'était pas très gros, mais au moins sur un marché donné, sur une activité donnée, visez tout. Si vous n'êtes pas capable de viser tout, rétrécissez le périmètre pour être sûr que vous êtes sur une logique de monopole. Toutes les startups qui disent qu'ils ont succès, qu'on parle des géants du web, des Twitter, des Uber, des Airbnb, des Google, etc., sont tous dans des positions de monopole. Bien évidemment, quand ils sont convoqués devant les instances de régulation européennes ou américaines qui prennent la concurrence et anti-monopole, ils expliquent toujours que non, moi je suis Google par exemple, la publicité, je suis tout petit, je ne détiens que 1% ou quelques pourcentages de la publicité au niveau mondial, parce qu'évidemment ils ne sont pas sur tous les modèles publicitaires, ils sont essentiellement sur les modèles publicitaires digitaux. Mais dans la réalité, on sait tous que des Google, des Facebook ou des Airbnb, etc. sont dans des logiques de monopole. Donc visez les monopoles. Et 3, qui est le corollaire du 2, et ensuite 4 plutôt, qui est le corollaire du 2, qui est vous allez aller vite.
Alors pourquoi aller vite? Parce qu'il se trouve que quand vous utilisez une technologie pour disrupter un marché ou un secteur d'activité, et c'est quasi systématiquement toujours le cas, vous allez modifier la donne et vous allez être confronté à des situations où le droit, la loi, n'a pas encore prévu les impacts de l'utilisation que vous allez faire de la technologie. Par exemple, Uber, qui a un statut avec ce qu'ils appellent précisément les contractors, qui ne sont pas des salariés, qui ne sont pas vraiment des indépendants. C'est un statut qui est hybride d'un point de vue juridique. C'est ce qui s'est passé aussi avec le développement du web. Ça a posé un certain nombre de questions au niveau juridique, du droit d'auteur. Ça devenait particulièrement compliqué. Donc à chaque fois qu'il y a des évolutions technologiques, le droit est toujours à la ramasse, au sens où il est en retard. Si l'essence du droit, c'est la jurisprudence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un premier cas qui ait été jugé pour qu'ensuite, quand d'autres cas se représentent, on puisse référer au cas qui avait été jugé initialement. Si le droit avance toujours et évolue toujours à partir de la jurisprudence, il est évident que ceux qui disruptent un marché, qui changent la donne, sont toujours dans des zones grises du droit et de la législation. S'ils ne vont pas vite, ils vont se faire rattraper par l'évolution des lois et de l'aspect juridique, qui va leur interdire leur business, etc. D'où l'intérêt d'aller très vite, de gagner des positions dominantes, de générer des chiffres d'affaires colossaux, comme Uber, pour à un moment donné avoir une force de frappe et pouvoir tenir tête à l'évolution des différentes lois. Par exemple, Uber, en ce moment, s'est retiré d'une ville aux États-Unis, c'est l'actualité de ces derniers jours, à Austin, je crois que c'est, en disant, vous, la puissance publique, d'une manière générale, vous êtes en train de mettre en place des lois qui menacent mon business. Aujourd'hui, j'ai une force de frappe, et je vais vous le montrer, dans une ville, je me retire totalement. Et vous allez voir l'impact que ça va avoir. Les gens qui sont bourrés le soir, qui rentrent et qui conduisent, l'augmentation des accidents, etc. Donc il y a tout un business plan qui décrit la catastrophe que va être Uber quand Uber se retire d'une ville. Ce qui est un moyen pour Uber de faire pression, pour précisément qu'il n'y ait pas de la législation. Ces stratégies de disruption, elles reposent fondamentalement sur une frustration. Je pense que si vous êtes là, dans ce public, un certain nombre de start-upers, d'avoir des initiatives, si vous êtes investisseur, fondateur, etc., d'une start-up, la plupart du temps, vous nourrissez, je crois, en tout cas pour ceux avec qui j'ai échangé, une forme d'impatience face à ce que je pourrais appeler l'incurie de la puissance publique. C'est-à-dire l'incapacité d'un État, quand je dis une puissance publique, ça peut être un État, une région, enfin toutes les formes d'instances qui représentent la puissance publique. Finalement, l'incapacité d'une puissance publique, donc, à mener et à proposer une politique industrielle du numérique ou du digital dans lequel vos activités pourraient se répandre, être florissantes, etc. L'accès au financement serait facile, l'accès au marché serait facilité, la législation, la fiscalité, le droit du travail, etc. Tout ça ne serait pas là pour vous embêter finalement. Où la capacité d'entreprendre pourrait se réaliser facilement. Donc il y a une insatisfaction. Et la plupart du temps, du point de vue des startups ou des initiatives, on se dit la puissance publique, c'est quand même une forme d'impuissance publique. Ils ne nous entendent pas, ils ne nous comprennent pas. D'où la tentation, face à une impuissance publique, de se retourner vers, finalement, ceux qui prônent une autre politique. Cette autre politique, c'est la politique de la disruption. On tape vite, on va fort, on gagne des jackpots et on essaie de devenir une licorne. Simplement, cette politique de la disruption, telle qu'elle est menée par les barbares du numérique et les barbares du digital, bien évidemment tout ça, ça nous vient de la Silicon Valley, elle est menée aux États-Unis et dans la Silicon Valley par ce qu'on appelle les technolibertariens. Page de Google, Jeff Bezos d'Amazon, Peter Thiel que j'ai évoqué, et il y en a pas mal d'autres. Tous ces capitaines d'industrie qu'on retrouve dans le cinéma sous la figure un peu d'Iron Man. C'est-à-dire le milliardaire qui a de l'argent, qui a de la technologie et qui peut résoudre les problèmes de la planète beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que n'importe quelle organisation gouvernementale ou autre. Le technolibertarien s'inscrit dans une vieille tradition américaine
dont tout le monde a entendu parler, bien qu'en France, on soit relativement naïf vis-à-vis de la réalité de ces acteurs-là. On retrouve les techno-libertariens, en tout cas les libertariens, dans ce discours, vous savez, qu'avait Ronald Reagan quand il disait « L'État, ce n'est pas la solution, c'est le problème ». Donc derrière une tentative, chez tous ces techno-libertariens, de dire finalement il faut arriver à liquider la puissance publique parce que c'est elle qui nous freine dans nos initiatives. Par exemple, en ce moment, Amazon est particulièrement embêté parce que la législation aux États-Unis interdit de voler comme ça les drones et du coup ça les empêche d'utiliser cette technologie-là pour faire de la livraison de colis en utilisant les drones. Donc Jeff Bezos ou Amazon va dire mais la législation, la puissance publique, les lois, tout ça, ça nous empêche de nous développer alors que nous sommes en train de changer le monde. Tous ont un discours où ils voient la puissance publique comme un frein à l'innovation, comme un frein au développement. Donc ils essayent de prôner, plus ou moins, ils ne sont pas tous d'accord sur les modalités, mais une forme de liquidation de la puissance publique. Et le véritable enjeu, il est là. Si à un moment donné, par exemple en France, on se dit, en France, on n'a pas de politique industrielle du numérique. C'est une évidence. C'est ce qui m'avait amené à écrire un livre il y a maintenant presque 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je rencontrais des responsables politiques, ça peut vous paraître désuet, mais c'était une réalité. La seule chose que me disaient les responsables publics ou les responsables politiques, c'est « le numérique, Internet, le web, tout ça, c'est du virtuel, c'est de l'immatériel, c'est pas réel ». Pour quelqu'un qui était comme moi un ingénieur, qui travaillait avec Google, qui allait voir les data centers, qui voyait des millions de serveurs en batterie, vous comprenez bien que pour moi, ce n'était pas du tout immatériel. Au contraire, c'était hyper industriel. Vous comprenez ma surprise quand on se rend compte qu'on est en train de vivre une véritable révolution industrielle, c'est hyper industriel, très automatisé, beaucoup d'investissements, des data centers de la superficie d'un stade de foot, et que vous avez des responsables politiques qui vous disent « c'est immatériel tout ça, ça n'existe pas ». Il y a un vrai problème. On se dit « quand est-ce qu'on va avoir une politique du numérique ?» quand la majorité des responsables politiques ou publics ne comprennent pas ce qui se passe au niveau des technologies et du numérique. Je comprends tout à fait la frustration de ceux qui veulent investir, des startups, etc. Mais il ne faudrait pas que les modèles des incubateurs, typiquement dans la Silicon Valley, en français Y Combinator, mais en anglais c'est Y Combinator, deviennent l'exemple à suivre pour avoir une politique du numérique au niveau national. Dit autrement, c'est pas parce qu'on n'a pas de politique du numérique en France qu'il faut se retourner vers Y Combinator, vers cette logique d'incubateur et de start-up et de financiers. Pourquoi ? Parce que dans la réalité, tous ces incubateurs de start-up n'ont pas vraiment de politique du numérique, pour être très clair. Leur politique du numérique, c'est vous attirez un maximum de start-up. Pourquoi ? Parce que plus vous avez de start-up que vous attirez, plus vous avez de chances, c'est comme au loto, de gagner le gros lot et de tomber sur les licornes. Donc, à défaut de politique du numérique, la plupart du temps, c'est l'organisation d'un bingo ou d'un loto dans lequel on espère attirer le plus de start-up pour gagner le gros lot. Ensuite, on complète ça avec des dîners VIP, des entrepreneurs célèbres qui passent. Donc, c'est une logique d'organisation de fan club. Donc, on organise un loto dans une logique de fan club. Pour moi, ça ne fait pas une politique du numérique. Ça ne sert que les intérêts des VC, des venture capital, absolument pas des startups, dans leur immense majorité. Et la frustration va être de plus en plus grande pour les startups qui sont dans les incubateurs, parce qu'ils sont allés vers ces incubateurs en pensant que là, il y avait une nouvelle politique du numérique dans laquelle ils pourraient s'insérer. Les désillusions sont de plus en plus fréquentes. Bien évidemment, la technique, comme je le disais en introduction, c'est toujours disruptif. Donc mon discours, ce n'est pas de dire « la technologie, ça nous emmène des problèmes ». Absolument pas. Je déteste tous les discours sur la technologie qui opposent, en gros, les technophiles aux technophobes. Ceux qui aiment la technique et ceux qui la détestent. Ça ne produit rien comme débat. À part peut-être des débats télévisuels, du pour, du contre, on finit le débat, on n'a pas progressé, et on va revoir ce débat N et N fois. La technique et la technologie, elle est là. Donc la question, c'est pas de dire pour ou contre, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait ? D'où la nécessité d'une politique. Qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a un historien des sciences, Bertrand Gilles,
qui a publié aux éditions La Pléiade un petit livre, même un gros livre, mais en tout cas c'est l'introduction qui m'intéresse. Alors c'est pas tout récent, c'est dans les années 70 je crois. Un petit livre qui était Histoire des techniques. Qu'est-ce qu'explique Bertrand Gilles dans ce texte, et en tout cas dans son introduction? Il dit, si je regarde l'histoire des civilisations et des sociétés, je constate une chose. C'est que les systèmes sociaux, alors quand je dis les systèmes sociaux, ça peut être aussi bien la famille, un État, une entreprise, une association, c'est à un moment donné on est ensemble, le droit également, tout ça, ça organise les systèmes sociaux. Les systèmes sociaux, à un moment donné dans l'histoire, sont toujours plus ou moins ajustés à l'évolution du système technique. Si le système technique évolue, et c'est l'essence de la technique et de la technologie d'évoluer, cet ajustement devient un désajustement. Par exemple, au Moyen-Âge, à un moment donné, invention et développement des moulins à vent. Ça veut dire qu'il n'y a plus de personnes pour faire tourner les moulins. Ça a un impact énorme sur toute l'économie moyenâgeuse, parce qu'il y a une évolution technique qui a des impacts sur tous les systèmes sociaux, la manière dont on travaille, l'économie, etc. Donc ce qu'il dit, c'est qu'historiquement, la puissance publique, que ce soit un royaume, plus récemment un État-nation, la puissance publique, d'une manière générale, elle n'arrive et elle n'instaure que précisément pour s'assurer qu'il y ait toujours plus ou moins cette adéquation, cet agencement entre les systèmes sociaux et les systèmes techniques. Si ça va trop vite, s'il y a un déchirement du tissu entre système technique et système social, c'est des révolutions, c'est du sang dans le caniveau, ça peut se passer très mal. Donc le rôle de la puissance publique, c'est toujours de jouer ce rôle de régulateur. La puissance publique est devenue absolument nécessaire avec la révolution industrielle, puisque l'évolution des systèmes techniques avec la révolution industrielle était tellement importante que là, on s'est retrouvé d'entrée de jeu avec un déchirement du tissu, de désajustement très fort entre systèmes techniques et systèmes sociaux. Et c'est à ce moment précis qu'en Europe et en Occident, d'une manière générale, ont émergé ce qu'on appelle les États-nations. France, Angleterre, etc. Avec un gouvernement centralisé, etc., pour avoir la puissance de frappe, pour assurer ce rôle de la puissance publique, de s'assurer qu'il y a une adéquation entre systèmes techniques et systèmes sociaux. Sinon, c'est la catastrophe. Vous comprenez bien que si aujourd'hui nous n'avons plus de puissance publique, dont le rôle est précisément de s'assurer qu'il y ait un ajustement entre l'évolution des systèmes techniques et les systèmes sociaux, et si vous avez les technolibertariens qui disent « non, la puissance publique, pas besoin », l'enjeu c'est de liquider toute la puissance publique, parce qu'elle nous gêne, parce qu'elle nous freine. Mais le problème, c'est que la politique de la disruption génère des inégalités de plus en plus importantes, des différences de plus en plus importantes à tous les niveaux, au niveau individuel, au niveau organisationnel, et bien évidemment, c'est que le début, puisqu'on sait tous que tous les emplois vont être plus ou moins automatisés. Et c'est là une des conséquences de l'absence des politiques du numérique des États, notamment en France. Par exemple, on nous parle de l'emploi. Politique de l'emploi, et on connaît la catastrophe de l'emploi, notamment auprès des jeunes. Si autant de jeunes vont dans les startups, c'est parce que, quitte à rien faire, autant de tenter quelque chose. Et la plupart des startups que je vois, dans la réalité, c'est des projets de fin d'études. C'est une manière de faire un stage d'une manière différente. Parce qu'il n'y a pas d'accès au marché du travail. Et le tort de la puissance publique aujourd'hui en France, comme dans d'autres pays, c'est de mener des politiques de l'emploi. L'emploi, c'est fini. C'est réglé, la question de l'emploi. La question, ce n'est pas l'emploi, c'est le travail. Et moi, quand je vois tous les jeunes, parce que généralement, ce sont des profils qui sont plus jeunes qui sont dans les startups, je peux vous dire qu'ils travaillent. Par contre, ils n'ont pas d'emploi, pas de thunes. Par contre, quand je vais dans les grandes entreprises, je travaille beaucoup avec les grandes entreprises, et je n'hésite pas à leur dire, chez vous, il y a beaucoup d'emplois, mais il n'y en a pas beaucoup qui travaillent. Et ce n'est pas juste une caricature de la puissance publique. Donc le véritable enjeu, c'est le travail. Pourquoi ceux qui travaillent, ceux qui créent, ceux qui veulent faire de la valeur, qui travaillent, n'ont pas d'emploi et n'ont pas de rémunération? Ça, c'est un véritable enjeu. Et la logique des politiques de la disruption menées dans les incubateurs ne répond absolument pas à cet enjeu-là. La seule chose qu'elle dit, c'est « tout va mal, mais moi j'organise un loto et il y en a un parmi vous qui sera la licorne ». C'est absolument pas une solution. C'est une loterie, c'est pas du tout la même chose. On ne peut pas faire d'une loterie
une politique en matière de numérique. Donc la tentation en France, c'est de prendre des modèles d'incubateurs et de dire, bon, ben, puisqu'on n'a pas de politique du numérique, autant prendre celle-là par défaut. Je pense que ça serait une grave erreur. Même si tous les incubateurs ont beaucoup de qualités, de là prendre leur modèle comme une politique du numérique d'un État comme la France, je pense que ça serait une catastrophe. Mais en même temps, c'est ce qui va arriver si la puissance publique n'a pas, à un moment donné, l'intelligence de porter un regard sur la technique, sur la technologie, et arrêter de considérer la technologie comme un simple outil. Comme disait le général de Gaulle, la technique, bon, c'est l'intendance, ça suivra. Non, c'est là que naissent les opportunités. Si vous n'avez pas un rapport particulier à la technologie, que vous êtes dans une start-up, si vous n'avez pas une certaine éthique de la technologie, vous n'arriverez pas à transformer des modèles d'affaires parce que vous considérez la technologie comme l'intendance. Et vous regarderez par exemple un développeur comme quelqu'un qui est là pour pisser du code. Inutile de vous dire que les développeurs que vous aurez, si vous avez cette considération de la technologie et du développeur, vous n'aurez jamais les meilleurs. Donc une politique des technologies et du numérique, ça repasse par une certaine forme d'éthique des technologies, un certain rapport à la technologie, qui n'est pas un rapport de dénigrement. Parce que la plupart du temps, ceux qui font les politiques du numérique méprisent la technologie. Il y a quelque chose que je vois très rarement, en revanche, dans les startups, c'est ce mépris de la technologie, il n'existe pas. Au contraire, il y a l'émergence d'une nouvelle forme d'éthique, et j'espère que c'est de cette nouvelle forme d'éthique que de nouveaux modèles d'affaires, de nouvelles politiques, du numérique, qui ne seront pas des politiques des barbares, pourront émerger, et je pense que vous en serez les acteurs si vous ne l'êtes pas déjà. Merci beaucoup pour votre attention. Apparemment, ce que tu as dit a fait poser beaucoup de questions. On va déjà commencer par la salle. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Moi, j'en ai une. Ah, il y en avait une. Non, moi, j'en avais une. Tu nous présentes aujourd'hui la puissance publique, d'un côté. Tu nous présentes le monopole des Google, Amazon. Tu nous présentes les accélérateurs. Quand je suis jeune start-up, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Est-ce que je joue au loto? Est-ce que je fais un peu tout? Aujourd'hui, la grosse question, je pense qu'ils sont nombreux aujourd'hui, c'est par quelle bout je le prends? Je pense qu'ils sont nombreux et ils vont de plus en plus vers les incubateurs. Bon, d'abord parce qu'il y a des réels services et de réelles conditions de travail qui sont intéressantes dans les incubateurs. Ça, c'est évident. Mon action, moi, c'est de dire, je rencontre beaucoup de personnes, beaucoup d'associations qui sont, on va dire, d'associations alternatives, de façon de voir la société de manière différente et qui essaient d'utiliser la technologie de manière différente, mais qui ont souvent un discours qui les laisse à la marge. Je caricature un peu, même si ce n'est pas le cas, c'est de toute façon, ça ne marche pas. Avant, c'était élever des chèvres dans le Larzac. Maintenant, allons fonder notre start-up à la périphérie, par exemple, de l'économie, la sharing economy, à la périphérie du système. Quand je dis à la périphérie du système, c'est parce que ces gens ne croient plus que la puissance publique puisse jouer son rôle, ne croient plus en l'État, par exemple. Et ça, c'est problématique. Moi, je dis, concrètement, mon interlocuteur, c'est toujours la puissance publique. Parce que je pense qu'il faut changer la fiscalité. Vous pouvez toujours aller autour du pot. Si à un moment donné, par exemple, de manière nationale, vous ne changez pas la fiscalité, vous ne mettez pas en place, par exemple, ce dont on parle beaucoup, le revenu contributif ou le revenu universel, des choses qui vraiment changent la donne, à ce moment-là, toutes les initiatives qui se prendront sur un territoire se feront toujours à la marge. C'est-à-dire sans jamais s'attaquer au cœur du problème. Donc moi, je pense qu'il faut s'attaquer au cœur du problème. C'est pour ça que dans le numérique, un des enjeux du numérique, c'est la fiscalité. Vous pouvez tourner autour du pot autant que vous voulez. Si vous n'avez pas changé la fiscalité, vous n'avez pas changé l'écosystème. Nicolas Colin, qui est un des fondateurs de The Family, inspecteur des finances, quand il était au gouvernement, quand il travaillait dans l'administration, donc au ministère des Finances, a produit un rapport qui s'appelait précisément la fiscalité du numérique. C'était il y a 3-4 ans. C'est le meilleur rapport que la puissance publique n'ait jamais produit sur cette question de politique du numérique et fiscalité du numérique. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce rapport? Personne n'en a tenu compte au sein du gouvernement ou au sein de la classe publique d'une manière générale. Alors que c'est un livre qui sera un véritable livre de chevet pour commencer à travailler, à modifier l'économie numérique, à avoir une politique du numérique, en passant notamment par la fiscalité.
qui est un des enjeux critiques. Mais vous voyez, on s'attaque au cœur du problème. On n'est pas à la périphérie à faire du digital au Larzac. J'ai rien contre le digital au Larzac, mais je pense qu'il ne change pas la donne. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de changer la donne. Je vais manière de répondre à cette question-là, de qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on peut faire. D'une manière concrète, effectivement. La fiscalité, c'est un élément important, évidemment. C'est très concret. Une dernière question, toute dernière. Vous avez parlé de la faillite de la puissance publique, parce qu'il n'y avait pas de politique industrielle, un abandon numérique. Vous venez de parler de fiscalité, qu'il faut changer. Il y a un mot que je n'ai pas entendu, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, et la formation. Qu'est-ce que ça peut faire ? La formation, c'est un élément critique, particulièrement dans les technologies. Et ça, on le voit aujourd'hui à tous les niveaux. Moi, par exemple, en tant que parent, j'ai des enfants qui sont des adolescents, et que vous alliez au primaire, au collège, dans tout le cycle de l'éducation, de manière générale, parce que c'est là aussi qu'on se forme, quand même majoritairement, il y a une crise de l'enseignement. Pourquoi ? Parce que les enseignants se retrouvent à enseigner des choses qu'ils ne connaissent pas, notamment sur les sujets technologiques. Donc il y a une inversion dans la relation maître-élève, si vous voulez, qui fait que comment enseigner des choses quand on n'a pas été préparé ? Je prends un exemple, le débat sur les tablettes dans les écoles, les tablettes digitales. Quand on n'a pas de politique du numérique, qu'est-ce qu'on fait ? On met des tablettes dans les écoles. Alors que c'est une catastrophe de mettre dans les tablettes dans les écoles. C'est une catastrophe. En termes d'éducation, on connaît tous les conséquences que ça a. Mais comme le politique est incapable de dire quoi que ce soit sur le numérique et sur l'apprentissage, il fait un effet de com' en disant « bon, je vais acheter des tablettes et puis vous allez me foutre la paix ». On sait tous que tous les fondateurs des géants du web que j'évoquais tout à l'heure, où est-ce qu'ils envoient leurs gamins, eux ? Dans des écoles traditionnelles où il n'y a surtout pas de digital. À Silicon Valley, les patrons des grandes boîtes du digital n'envoient pas leurs gamins dans des écoles où il y a du digital, où il y a des tablettes. Parce qu'ils savent bien qu'à un moment donné, quand il faut apprendre à lire, écrire et compter, et quand il faut former son attention, le numérique, là, pour le coup, en très bas âge, est toxique. Ce qui produit, au niveau national et mondial, des problèmes d'attention, ce qu'on appelle Attention Deficit Disorder. Si vous mettez un enfant trop tôt en contact avec le digital, en contact avec des écrans, il n'est pas câblé pareil, notamment entre 0 et 3 ans pour les plus jeunes. Un gamin devant un écran entre 0 et 3 ans, vous avez remarqué que ce soit la télévision ou n'importe quel écran, c'est une nounou formidable. Le gamin s'arrête, il devient sage. Mais ça veut dire aussi que dans son cerveau, ce qu'on appelle la synaptogénèse, la formation des synapses, se met en pause. Cet enfant-là ne va pas être câblé comme les autres. Il ne va pas avoir une attention. Incapable de lire un livre, c'est trop long, c'est pas possible. Une universitaire américaine, Catherine Hales, faisait ce constat que tous les jeunes qui sont passés par le digital et qui pourtant dans l'université, au niveau université, arrivent pour étudier la littérature, sont incapables de lire un livre, en département de littérature. Donc elle se dit, moi je suis confronté à deux types de populations. Certains qui ont encore ce qu'elle appelle la deep attention, la capacité à se concentrer, à lire un livre, avoir une discussion au long cours. Et puis toute une population qui arrive, qui zappe, qu'elle a ce qu'elle appelle la distributed attention, une attention de surface, et pas une attention de profondeur. Il est évident qu'en matière d'éducation, il y a de véritables enjeux, et tous les enjeux sont au niveau de l'éducation, fondamentalement. Mais en France, on n'est pas capable de dire quelle est la politique de l'éducation vis-à-vis du digital. C'est un des aspects de la politique du digital qui fait défaut que j'ai évoqué. Et le pire des choses, c'est de se ruer sur les tablettes sans savoir pourquoi. Alors que ceux qui savent, les technolibertariens que j'évoquais, n'envoient pas leurs enfants dans ces écoles-là. Et je pense que c'est important. Et pourtant, ils ne sont pas contre la technologie. Merci Christian. Merci beaucoup. Merci. Je sais qu'il y avait beaucoup d'autres questions, mais je pense que le timing ne nous le permet pas. Et encore merci de cette belle présentation. Merci à vous. Alors je précise peut-être un petit mot. Yep. Un petit livre blanc qui reprend les propos que j'ai dit et qui les développe. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger sur Digital Studies. Vous tapez Octo Digital Studies et vous pourrez aller plus loin si vous êtes intéressé par ce sujet. Merci beaucoup. Merci Christian.